Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un webinaire qui s'appelle Structurer un projet pour son établissement ou pour sa classe de FLE. C'est volontairement assez large parce que ce webinaire va vraiment s'inspirer de principes marketing un peu général qu'il faudra ensuite adapter du coup selon votre projet, donc selon à qui ça s'adresse, selon aussi à qui, voilà, selon ce qu'est votre projet. Alors, je vais juste vous demander à tous de couper le son pour pas que ça fasse de petits cafouillages. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose inspiré du marketing en général. Mais moi, je vais vous proposer une petite adaptation pour des projets plus FLE autour de la langue française. Alors, je vous propose de commencer ce webinaire par cette image, d'accord? Cette image qui, pour moi, montre vraiment la même idée que construire un projet. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui est en train de faire de la poterie. Et on voit que voilà, il fait des détails, là, il rajoute des choses. Pourquoi, pour moi, c'est vraiment la même idée que faire un projet? En fait, déjà, comme pour une poterie, au départ, on a une base, d'accord? Si on doit construire sa base, on doit bien la construire, bien la façonner. Si cette base, elle n'est pas solide, alors tout le reste, ça ne marche pas. Pareil, comme un projet. Un projet, c'est un cœur solide et après on va pouvoir ajouter des détails. Donc c'est la même idée, hein. Donc là, vous voyez, là, on a un énorme pot. Donc on peut imaginer que c'est un projet qui va justement être très important. Et après, on a les détails à la fin. Et donc pourquoi est-ce que je vous présente cette photo? C'est pour montrer que, comme dans le titre où il y a marqué structurer un projet, c'est bien quelque chose qu'on fait étape par étape. C'est pas quelque chose d'immédiat, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'il faut adapter. Donc là encore l'idée de la poterie. Si au départ on veut faire un vase, donc notre objectif c'est de faire un vase. C'est pas de faire un pot, c'est pas de faire une tasse. Donc l'idée est la même chose. Oui, je regarde un peu mes notes, pardon. Donc oui, j'avais marqué un projet est une démarche qui permet de structurer méthodiquement et progressivement. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, hein. Méthodiquement, c'est-à-dire qu'on est vraiment étape par étape. Progressivement, parce que ça peut pas être instantané. Ok. Alors, voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer, donc c'est vraiment l'idée aussi de la structuration de projet. D'abord, il va y avoir une idée. On verra comment on la travaille, etc. C'est pas juste avoir une idée. Définir un cadre et des objectifs. Donc ça, en fait, c'est vraiment on construit une base. Structurer ses actions. Évaluer les résultats. Mettre en valeur son projet et les indispensables pour convaincre. Donc voilà notre ordre du jour. On aura à la fois la structuration du projet, mais aussi comment on fait pour le présenter de manière convaincante à d'autres personnes. Parce que c'est aussi ça l'objectif derrière, hein. C'est pas simplement faire quelque chose dans son coin. C'est aussi communiquer dessus. Donc, au commencement, une idée. Quand on parle d'idée, d'accord, on parle d'une phrase qui est courte. Une phrase qui est courte et qui va avoir des éléments essentiels comme quoi, pour qui, où et quand. Alors, d'abord, en général, votre première idée, ça va être quelque chose de peut-être pas très défini. Mais l'objectif, et c'est ce qu'on va voir un peu après, c'est que dans votre idée qui fait vraiment une ligne, hein, pas plus, vous ayez ces éléments, quoi, pour qui, où, quand. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir définir par vous-même. Donc c'est à la fois votre première idée qui va influencer le reste de votre démarche.
Donc déjà, donc vous avez une petite idée de, voilà, vous avez une idée, mais pour l'instant, vous ne savez pas est-ce que c'est réalisable, comment est-ce que vous allez le faire, pour qui vous allez le faire, vous ne savez pas trop, mais vous avez une petite idée. Première étape, faire un état des lieux. Pourquoi? Parce que en général, les gens, en fait, vous n'êtes peut-être pas, c'est possible que vous le soyez, mais vous n'êtes peut-être pas la seule Yes, personne, yeah, you can talk. la seule personne à avoir eu cette idée. Donc, il vous suffit aussi de vous inspirer de ce qu'ont fait les autres, hein. Effectuer une veille recherchée. Donc, ça veut dire on observe sur Internet si on a des entreprises autour de nous ou des établissements autour de nous, etc. On peut aussi leur demander qu'est-ce que vous faites. Voilà, on regarde. Donc là, je vous l'ai mis autres établissements, structures, professeurs au Kenya ou à l'étranger, sur Internet. Encore une fois, l'objectif, c'est on s'inspire des choses, d'accord? Peut-être que c'est pas exactement votre idée, peut-être que vous voulez l'adapter pour un autre public, pour un autre contexte, faire une durée différente. Il peut y avoir plein de détails, mais il faut se rappeler que s'il y a quelque chose qui a existé quelque part, les personnes ont déjà réfléchi dessus et s'inspirer, ça ne veut pas dire copier, hein. S'inspirer, ça vous permet déjà d'avoir d'autres idées également et de vous dire, ah ok, donc il faut que je pense à ça et à ça et à ça. Donc ça, c'est vraiment la première étape et finalement, c'est assez facile à faire, surtout pour vous qui voyez beaucoup d'événements passer. Je pense par exemple sur les groupes francophonie au Kenya, où il y a énormément de projets différents qu'on voit passer, on voit beaucoup d'annonces. Donc ça aussi, ça vous permet de vous dire, moi j'ai envie de faire ce type de projet. Est-ce que j'ai vu d'autres projets qui ressemblent? Et qu'est-ce que ces projets-là vont me permettre d'avoir comme information qui vont m'être utiles pour mon projet? Et ça, c'est vraiment pas, ça c'est vraiment tout le monde le fait, hein. Donc vous inquiétez pas, il faut s'inspirer. Ensuite, on va essayer de définir un cadre et des objectifs. Alors, définir le cadre. C'est une étape, là je vous ai mis, plus importante que le choix des actions et de la mise en œuvre. Pourquoi est-ce que je vous ai écrit que c'est plus important? Évidemment, tout est important. Mais si vous avez un cadre et des objectifs qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas définis, c'est impossible de faire quelque chose qui soit cohérent. D'accord? La cohérence, c'est quelque chose dont je vais peut-être reparler encore après, mais la cohérence de votre projet, déjà, c'est ce qui va permettre à votre projet de se dérouler de la manière dont vous voulez, parce que vous aurez planifié, parce que vous aurez anticipé. On ne contrôle pas tout, hein, mais vous aurez contrôlé plus de choses. Et aussi, encore une fois, si vous avez besoin de communiquer dessus, vous aurez besoin que votre projet soit cohérent. Parce qu'il faut d'abord vous convaincre vous pour convaincre les autres. Exactement. Donc, c'est vraiment une logique, d'accord? Il faut, avec ce cadre et avec ces objectifs, ça veut dire que si quelqu'un vous pose une question, vous êtes capable de leur répondre, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de cibler tel public, c'est pour ça que j'ai décidé que il y aurait 5 étapes dans ce projet, etc. Donc ça montre que vous avez vraiment bien travaillé votre projet. Donc on va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on appelle cadre et objectif. Alors, d'abord, on va identifier les besoins. D'accord? Un projet, en général, on ne le fait pas juste comme ça. Enfin, ça arrive, mais si on veut justement une cohérence, on va vraiment le construire. Et d'abord, on va se dire quels sont les besoins. Alors, je vous ai mis des exemples, hein. Les exemples, les apprenants ont des problèmes de prononciation. Donc ça, c'est un fait. Donc le besoin, c'est que les apprenants développent leur prononciation. Pardon. Donc ça déjà, on a identifié un besoin. Pour l'instant, on n'a que ça, hein. Problème de prononciation. Les apprenants, on ne sait pas trop qui c'est, ou quand, comment, on ne sait pas. On sait juste qu'il y a un besoin, développer la prononciation.
Donc ensuite, pour clarifier l'idée, on va avoir plusieurs autres étapes. On va déjà définir qui a besoin, qui on va cibler. Là que je vous ai dit pour les apprenants. Mais les apprenants, ils ont quel âge? Est-ce que c'est des apprenants en primary school? Est-ce que c'est junior secondary school? Est-ce que c'est senior secondary school? Est-ce que c'est université? Est-ce que c'est après l'université? Donc, qui est-ce qu'on cible exactement? D'accord? Quand vous aurez défini, hein, ça, c'est vous qui choisissez finalement. Il n'y a personne qui dit c'est mal ou bien, c'est vous qui choisissez. Moi, je veux que mon projet pour la prononciation, ça soit pour, je sais pas, des élèves de 15 à 18 ans, par exemple. Bon, bah, j'ai choisi. Ça, déjà, ça vous donne, comme ça vous limite, hein, et ça vous donne aussi des informations. Je vous ai mis des besoins fonctionnels et émotionnels, parce que si vous vous adressez à des élèves de 15-18 ans, ça sera évidemment pas pareil que si vous faites un projet pour des adultes. Vous allez un peu adapter. Donc là, je vous ai mis un exemple, hein. Donc, les adolescents kényans de 15 à 16 ans qui apprennent le français. J'ai décidé que c'était le public, j'ai décidé que c'était un niveau A2. Et bon, je sais que c'est une classe de 30 élèves. Donc, on a des besoins différents, besoins fonctionnels, se faire comprendre en prononçant correctement une variété définie de mots, apprendre à collaborer entre pairs pour les besoins sociaux, et besoins émotionnels, être libre de s'exprimer, être créatif. On sait par exemple que pour les adolescents, en général, ils ont vraiment besoin de s'exprimer plus, de pouvoir affirmer leurs idées. On sait qu'on est dans une étape aussi où à la fois on devient plus collaboratif, mais aussi plus indépendant. Donc ça, on va le garder en tête pour les actions de notre projet. D'accord? Donc finalement, vous êtes libre de choisir le public, votre cible, d'accord? C'est vous qui décidez. Mais par contre, il faut se rappeler ce que ça implique. Pareil, on imagine que c'est la même idée que si vous aviez décidé de faire une fête, par exemple, fête de la francophonie. Et pourquoi vous voulez faire une fête de la francophonie? Parce que vous voulez initier à la culture française. Bon, eh bien, si vous faites une fête qui est pour les adultes ou qui est pour des enfants de 6 ans, vous n'allez pas mettre les mêmes activités. C'est logique. Donc ça, c'est vraiment l'idée de trouver un public, définir un public ou plusieurs publics, hein. C'est possible aussi. Mais il faut l'avoir bien en tête. Ensuite, par qui? Bon, en fait, c'est la partie facile, hein. Par qui, c'est qui organise. En général, c'est vous. D'accord? Mais c'est juste pour savoir aussi, est-ce que vous êtes capable de le faire tout seul? Est-ce que vous avez besoin de chercher peut-être des partenaires? C'est bien déjà d'avoir en tête s'il faudra trouver d'autres personnes pour vous aider ou non. Mais par qui, c'est plus simple, hein. Ensuite, quoi? Donc là, c'est un peu plus... là, on entre plus dans le concret. Donc, c'est ce qu'on veut faire concrètement, hein. Donc là, je vous ai mis un exemple. L'exemple, créer une série de 6 podcasts sur le thème si j'étais. Bon, vous voyez là, c'est ce quoi, c'est général, mais ça vous permet de répondre. Donc je vous rappelle, hein, le besoin au départ. Attendez. Ah oui. Le besoin au départ, c'était de développer la prononciation des apprenants. Ok. Donc là, le quoi, créer une série de 6 podcasts, a priori, ça rentre, ça va permettre de développer la prononciation. Ou, tout simplement, bon ben, là, j'ai décidé que ça serait à l'école. Ça pourrait être autre part, hein, ça pourrait être un travail à la maison. Si vous avez un CRKF, au CRKF. Si, voilà. Si c'est un événement, pareil, si c'est une fête, peut-être que vous voulez le faire autre part que dans votre école. Donc, c'est encore une fois, hein, c'est des petits détails, mais ça va changer votre organisation. Si vous le faites à l'école, vous avez déjà tout. Mais si vous le faites autre part, peut-être qu'il faudra amener le matériel. C'est pour ça que c'est intéressant. Et quand, donc là, je vous ai mis pendant le deuxième semestre, pareil, hein, c'est juste, finalement, c'est aussi pour vous dire, bon, bah, si c'est dans 6 mois,
ça veut dire que j'ai 6 mois pour le préparer. Si c'est dans 2 ans, j'ai 2 ans pour le préparer. Donc ça change tout par rapport à votre organisation. Voilà. Comment? Je vais un peu vite, hein, mais en fait, il y a quand même plusieurs petits détails à chaque fois qu'il faut prendre en compte. Alors, comment? Donc ça, il faut déjà identifier vos ressources. Donc là, quand je parle de ressources matérielles et ressources humaines, ressources matérielles, c'est, par exemple, si je veux faire ma série de podcasts, eh bien, je vais avoir besoin d'un smartphone ou peut-être d'un micro ou peut-être d'un casque. D'accord? Donc là, on va faire juste une liste de ce qu'on a besoin, de nos options aussi. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est voilà, matériel, c'est vraiment les objets. Ça peut être des espaces aussi, si vous avez besoin d'une grande salle, peut-être que vous pouvez le noter également. Et ressources humaines, donc par exemple, si moi, toute seule, j'organise quelque chose, ressources humaines, ben là, ça veut dire que je suis toute seule, donc c'est compliqué. Ressources humaines, ça veut dire qu'on va identifier qui peut nous aider, d'accord? Peut-être si on est une équipe de 5, bon, je sais que on est 5 personnes, et ça, encore une fois, ça va impacter les actions de votre projet et peut-être votre projet en lui-même, hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va décrire rapidement les procédures. Donc ça, on va, en fait, petit à petit, on va toujours plus dans le détail. Donc là, dans mon exemple, donc c'est les adolescents vont créer, produire et enregistrer les podcasts thématiques pendant des sessions hebdomadaires d'1 heure les mardis à 18 h. Donc là, je vous ai déjà mis des informations qu'on aurait pu voir un peu avant. Et là, on a beaucoup plus dans le détail. Je vous rappelle, au départ, on avait un problème de prononciation. Ensuite, on a décidé que ça serait des adolescents. Ensuite, on a décidé que ça serait une série de podcasts. Et là, on arrive déjà à quelque chose de beaucoup plus concret. On a vraiment ce que vous allez faire et aussi quand et à quelle fréquence. Donc là, voilà, on arrive à quelque chose de plus détaillé. Et je vous ai mis des exemples de ressources matérielles et de ressources humaines. Donc là, je vous l'ai dit, en ressources matérielles, c'est les objets, mais ça peut être des espaces. Donc on a une salle de classe, un smartphone, un logiciel d'édition audio, des écouteurs, un compte Instagram, par exemple, hein. Ça peut être plein d'autres choses. Et ressources humaines, on imagine qu'il y a 2 professeurs de français. OK. Donc, ce qui est important, donc, c'est que si vous voyez qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire actuellement, il faut aussi le noter parce que dans les étapes de votre projet, puisque c'est de l'anticipation, dans les étapes de votre projet, il faudra inclure justement, j'ai pas de smartphone, eh ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en emprunte à quelqu'un? Est-ce que j'en achète un? Donc ça sera une étape à planifier. Pareil pour les ressources humaines, si j'ai besoin d'avoir des bénévoles, il faut que j'ai une ligne quelque part. On va en parler après, hein, mais il faudra avoir quelque part une étape où vous allez essayer de trouver quelqu'un. Ok, continue. Ensuite, donc ça, c'est juste clarifier l'idée, hein. Donc là, tout ce qu'on a vu avant, c'est les détails de votre projet, mais tout seul encore, c'est pas tout à fait défini. C'est pas encore définitif. Il y a encore des choses à ajouter, et c'est les objectifs. Donc, on a pourquoi. Pourquoi on fait ce projet? La raison d'exister du projet. Ça peut être proche du besoin, mais ça peut être aussi autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple? Exemple d'objectif, développer l'autonomie, favoriser la cohésion de groupe, améliorer la prononciation, initier les apprenants à la création de podcasts. Donc, vous voyez que là, déjà, dans mes objectifs généraux, je suis allée encore plus loin que juste un problème de prononciation. Je pense que, parce que je me dis, si ces élèves font des podcasts, alors oui, ils travaillent leur prononciation, mais aussi ils sont autonomes, mais aussi ils travaillent en groupe, mais aussi ils apprennent ce que c'est et comment faire un podcast.
Donc, en fait, c'est juste se demander qu'est-ce que ça apporte, d'accord? Puis, c'est pas forcément difficile, mais faire cette démarche-là, ça permet vraiment de vérifier est-ce que c'est cohérent. Et je vous ai dit, la cohérence, c'est vraiment un aspect très important. Vous avez aussi des objectifs opérationnels ou pédagogiques, hein. Donc là, je vous en ai mis deux. Créer 6 podcasts en 3 minutes minimum avant le 10 juillet 2026. Au moins 15 élèves, 50% de la classe savent conjuguer les verbes les plus courants au conditionnel présent. Ça, c'est des exemples, hein. Sachant que pour vous, si en plus vous faites un projet avec des objectifs grammaticaux ou linguistiques, vous pouvez aller encore plus loin. Vous avez donc ce qui est opérationnel, c'est-à-dire ce qui est concrètement, ce qui est réalisé, et vous pouvez en plus ajouter des objectifs linguistiques. Donc ça, vous savez déjà faire. Donc c'est juste l'ajouter, le combiner. Je vous ai mis comme information les la méthode SMART que vous devez déjà, certains d'entre vous, je pense que vous avez déjà entendu parler de cette méthode SMART. C'est pour vérifier que votre objectif, il tient la route. Que votre objectif, il vient pas juste comme ça, mais c'est quelque chose de concret. Donc SMART, c'est pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc spécifique, l'objectif est clair, précis, sans ambiguïté. Donc ça veut dire que on dit quelque chose de concret, d'accord? Par exemple, développer l'autonomie, c'est pas très clair. S'il faut aller plus loin, d'accord? Et justement, le reste va pouvoir l'aider. Mesurable, indicateur chiffré. Donc là, je vous ai mis, si vous regardez mes objectifs opérationnels que j'ai mis juste à côté, vous avez des indicateurs chiffrés. Par exemple, vous avez créé 6 podcasts pour le premier, et pour le deuxième, vous avez au moins 15 élèves, 50% de la classe. Donc là, vous avez un indicateur chiffré. Ce qu'on appelle indicateur chiffré, ça veut dire que c'est un résultat qu'on veut atteindre en nombre. D'accord? Ça peut être autre chose, hein. Peut-être que j'organise une fête, peut-être que je veux qu'il y ait au moins 200 élèves, minimum 200 élèves, quelque chose comme ça. Ça dépend de votre situation, évidemment. Vous avez ensuite atteignable, donc objectif possible selon ressources et compétences. Donc, par exemple, si dans votre objectif, c'est d'avoir une fête avec plus de 10 000 élèves, sauf que 10 000 élèves, c'est pas possible parce que dans votre région, en fait, il y en a que 6 000. Ah ben là, c'est pas possible du tout. Donc, c'est inatteignable. Donc là, ça marche pas. Donc, quand on dit atteignable, ça veut dire que par rapport à ce que vous faites, c'est possible. C'est pas quelque chose de trop grand. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez réaliste. Donc ça, c'est donc je vous ai mis la pertinence. Réaliste, c'est par exemple, donc si vous êtes une école, vous allez faire quelque chose pour les élèves ou pour les professeurs. Donc ça, c'est pertinent parce que c'est logique par rapport à un établissement d'accueillir des élèves ou des enseignants. Par contre, si vous êtes une école et que tout d'un coup vous voulez inviter, je sais pas, des astronautes, bon, à part si vous avez une filière spéciale astronomie, etc. Mais sinon, c'est pas très très pertinent, d'accord? Donc c'est plutôt par rapport à qui vous êtes, est-ce que ça a du sens ou pas? Et enfin, temporel, donc vous avez une échéance, hein. Donc là, c'est l'exemple dans l'objectif 1 où je vous ai mis créer 6 podcasts de 3 minutes minimum avant le 10 juillet 2026. Donc vous avez une date maximum. Voilà. Alors ça, moi, ce que je vous conseille, c'est que d'abord, vous écrivez vos objectifs et après, vous le travaillez, vous le retravaillez avec la méthode SMART. D'accord? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, hein, avec ces 5 parties. Donc moi, je vous conseille vraiment d'écrire d'abord vos objectifs pédagogiques et opérationnels et après de
calibrer, de modifier, d'ajuster avec la méthode SMART, qui est vraiment un des outils très très utilisés en marketing, hein. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est que pour vous, ça soit clair et cohérent. C'est vraiment l'objectif principal de tout ce qu'on va voir finalement. Ok. Donc là, on arrive déjà à structurer ces actions. Mais en fait, toute la partie avant, ça peut vous prendre plusieurs heures, hein. Là, on le fait rapidement, mais si vous voulez vraiment le faire en détail, le faire bien, ajuster, faire les recherches, etc., etc., ça peut vous prendre beaucoup de temps. Mais il vaut mieux prendre du temps dessus plutôt que se rendre compte plus tard que ça marche pas. Donc, le mieux vous passez du temps, le plus vous passez du temps sur le cadrage, sur les objectifs, et comme ça, vous gagnerez beaucoup de temps pour après, hein. Donc, je vous conseille vraiment voilà, s'il vous faut 2 jours pour le faire, prenez les 2 jours, hein. Il vaut mieux que ça soit bien construit. Donc, structurer les actions. Donc, cette partie, c'est vraiment une phase de planification. Alors, attendez, j'ai coupé votre son. Pourquoi phase de planification? Parce que si vous commencez, imaginons que vous avez tout fait, cadrage, vous avez fait les objectifs et vous commencez tout de suite. Bah, du coup, vous savez plus, il y a pas de priorité, d'accord? C'est justement l'objectif de la structuration, de la planification, c'est de se dire, OK, quelle est l'étape 1, quelle est l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, etc. Avant la mise en œuvre, hein, donc c'est ce que je vous l'ai dit, c'est vraiment avant de commencer réellement à construire concrètement votre projet. On est encore dans quelque chose d'un peu théorique. Ok, donc là, je vous ai mis quelques petites choses qui vont faire partie de votre plan. C'est plutôt des catégories qu'il faudra mettre dans le plan de votre projet. D'abord, je vous ai indiqué calendrier, rétro-planning. Alors, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment un projet, c'est quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui se planifie. Ça veut dire que il faut se dire quelles sont les étapes que je vais devoir faire, d'accord? Par quelle étape je dois commencer et quelles seront les dernières étapes. Pourquoi on fait un rétro-planning ou un calendrier, peu importe. L'idée, c'est que vous vous dites, voilà, j'ai 3 mois. Donc, entre le premier jour et le dernier jour, je sais ce que je fais. Ça permet aussi de vous décharger un peu. Parce que ce qui peut arriver souvent quand on n'a pas de calendrier, c'est que déjà, on peut être désorganisé, mais aussi parfois, on va un peu tout faire au dernier moment. Sauf que tout faire au dernier moment, souvent, ça veut dire faire des erreurs. Donc, un calendrier, un rétro-planning, c'est pour éviter les erreurs et pour que ce soit clair pour vous et pour que vous pouvez dire aussi, voilà, il faut que je fasse ça. C'est encore plus important quand vous travaillez en équipe, d'accord? Parce que comme ça, vous dites, toi, tu vas faire ça, puis tu vas faire ça, moi, je fais ça, toi, tu fais ça, etc. D'accord? Ça permet de distribuer le travail. Ça permet aussi de faire quelque chose qui est lié au point numéro 2, identification des risques et goulot d'étranglement. Alors, les risques, c'est parfois il peut y avoir des choses aléatoires. Ok, il peut y avoir des imprévus, mais il y a certains imprévus qu'on peut déjà un peu anticiper. Donc, quand vous avez fait votre beau rétro-planning, vous avez toutes les actions, vous pouvez vous dire, ah, par exemple, ça, peut-être que c'est compliqué parce que je voulais le faire avec un partenaire, mais ce partenaire-là, il sera en vacances. Donc peut-être qu'il faut que je le change ou que je me dise qu'il faut que je commence la discussion avant. Donc c'est vraiment ça. Identification des risques, c'est on va anticiper. Goulot d'étranglement. Alors le mot et l'expression est pas très très belle, hein. Mais un goulot d'étranglement, c'est par exemple quand vous avez des actions qui sont liées. Par exemple, vous voulez réserver une salle. Non, pas ça.
ou si vous voulez réserver une salle, d'accord, il faut la payer. Mais avant de la payer, vous avez besoin d'un devis. OK? Donc ça, c'est des choses qui sont liées. D'abord, vous avez besoin d'identifier une salle. Ensuite, vous devez demander un devis, valider le devis. Et donc après, vous pouvez imaginer, selon l'espace que vous avez, ce que vous allez faire. Un goulot d'étranglement, ça serait, par exemple, le devis. OK? Parce que si jamais l'entreprise ou la structure, elle prend du temps à vous donner le devis. Là, vous êtes justement dans ce qu'on appelle un goulot d'étranglement parce que vous ne pouvez pas avancer sur les autres tâches. Vous ne pouvez pas vous pouvez pas valider la salle, vous ne pouvez pas valider les décorations, etc. parce que vous ne savez pas si vous aurez cette salle. Donc c'est ça qu'on appelle un goulot d'étranglement. C'est une action qui vous permet de faire une autre action, mais du coup, si c'est bloqué, ben tout est un peu bloqué. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'on peut anticiper. Parfois, ça peut résoudre des problèmes, parfois un peu moins, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir en tête ce genre de choses et ça vous permet surtout de chercher des solutions. D'accord? Peut-être que si on se dit qu'on a demandé à une seule salle un devis, peut-être qu'on peut se dire on va demander le devis à plusieurs salles et comme ça, s'il y en a un qui traîne trop, ben, on a quand même une option numéro 2. Là, l'idée, c'est vraiment de ne pas être en retard et de ne pas faire d'erreur. Ok, donc ça, c'est pour la partie vraiment planification des actions. Mais on a aussi la planification d'autres choses. Par exemple, un budget, évidemment, un budget prévisionnel. Je vous ai mis pour des demandes de subventions ou pour du mécénat, mais en vérité, même si vous avez votre propre budget, quand vous avez un budget prévisionnel, ça vous permet de vous dire, bon, pour l'achat ou la location de ça ou ça, je sais que ça coûte comme ça. Pour ça, je sais que ça coûte ça. Et comme ça, vous pouvez savoir déjà à peu près de combien vous avez besoin. Donc, si vous, je sais pas, si votre budget c'est si vous avez de l'argent et votre argent c'est par exemple 500 euros, mais que votre budget prévisionnel il est à 700 euros, il y a quelque chose qui marche pas, d'accord? Donc, soit vous essayez de changer le budget prévisionnel. On dit prévisionnel parce que c'est ce qu'on anticipe. Soit, alors, peut-être que vous devez vous demander, bon, alors, où est-ce que je peux essayer de trouver l'argent qui manque? Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir aussi avant parce que c'est toujours la même idée, hein. Si jamais au dernier moment, vous vous rendez compte que, ah bah mince, je peux pas louer la salle pour faire ma fête, bah, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous devez repartir de zéro, rechercher une autre salle qui est dans vos prix, redemander un devis, etc. Donc ça, c'est vraiment très important. Du côté de la planification, vous avez également la communication. Je vous ai mis des exemples, hein, mais pour la communication, je pourrais même faire quelque chose, ça pourrait prendre encore plus de temps, mais là, je vous le dis rapidement. Pareil, la communication, donc, je vous ai mis plusieurs choses, hein. Calendrier, identification des canaux de communication, ça peut aller encore plus loin, mais c'est de vous dire, voilà, est-ce que au départ, quand est-ce que j'annonce mon événement? Ensuite, est-ce que je donne des autres petites informations tout au long? Est-ce que je communique pendant mon événement? Est-ce que je communique après mon événement? Et est-ce que je publie sur LinkedIn? Ou peut-être sur Instagram? Ou peut-être sur Facebook? Ou peut-être sur TikTok? Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte et qui peut être très utile, déjà de manière générale pour de la visibilité. Donc ça veut dire que pour que les autres sachent que vous existez, que vous organisez des choses, ça, honnêtement, c'est déjà quelque chose d'important, je trouve, surtout quand vous vous engagez quand vous passez du temps dans un projet. Et aussi, je réfléchis. Bon, il y a d'autres objectifs aussi pour la communication. Je ne sais pas si j'y reviens après, je crois pas. Mais si vous avez des questions dessus, je pourrais revenir dessus. Et un autre élément pour un autre élément, c'est prévoir un suivi, d'accord?
Ça, je vais aussi en parler un petit peu plus tard. C'est-à-dire réunion, bilan intermédiaire. Selon l'importance de votre projet, vous n'allez pas forcément faire le même suivi. Si vous faites un petit projet, je pense que des réunions, ça devrait suffire. Si vous faites un projet moyen, voire important, il faut commencer à faire des bilans. Il faut commencer à vraiment communiquer. En fait, c'est communiquer, mais pas sur votre événement, mais sur l'avancement de votre événement. Cette communication-là, c'est ce qu'on appelle de la communication interne, c'est-à-dire que c'est de la communication avec votre équipe et pas de la communication avec d'autres personnes, c'est que avec votre équipe. Alors attendez, je regarde mes notes. Oui, ok. Donc ça aussi, ces éléments de structuration, d'anticipation du projet. Si jamais vous faites, par exemple, je vous ai mis, si vous faites une demande de subvention, si vous voulez que quelqu'un soit votre mécène, c'est-à-dire qu'il vous donne de l'argent, qu'il vous soutient. Si vous faites voilà, ces éléments-là, budget prévisionnel, calendrier, un suivi, communication, pourquoi pas, ça, c'est des choses qui vont permettre de convaincre votre interlocuteur, votre partenaire, que vous avez bien réfléchi à votre projet et que c'est sérieux, tout simplement. Je sais que je vais toujours un peu vite, donc surtout n'hésitez pas à prendre des notes ou à me poser les questions directement dans le chat et comme ça, je pourrai vous répondre plus précisément sur vos questions. Ensuite, donc là, on imagine que on a tout structuré, d'accord, on a tout planifié. Ensuite, on a tout fait, d'accord. On imagine que là, votre projet, il a été réalisé, sauf que c'est pas fini. On va passer à l'évaluation des résultats. L'évaluation des résultats, hein, qui est aussi important pour communiquer après l'événement, qui c'est aussi quelque chose d'important. Vous pouvez communiquer auprès de vos publics, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bien reçu, et vous pouvez aussi communiquer à des partenaires, ou alors des personnes que vous voulez faire un partenariat avec ces personnes-là. Vous pouvez aussi leur envoyer les résultats pour montrer que voilà, vous avez bien travaillé et que vous voulez que ces personnes vous fassent confiance. Donc, évaluation des résultats. Est-ce que les objectifs ont été réalisés? Je vous rappelle les objectifs pour notre idée de podcast. Je crois que c'était créer 6 podcasts de 3 minutes au moins avant le 26 juillet 2026. Bon, et ben, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les 6 podcasts ont bien été réalisés? Est-ce qu'ils font bien plus de 3 minutes? Et est-ce que c'est bien avant le 26 juillet? Ça, c'est très facile à vérifier, hein. Oui ou non, tout simplement. Est-ce que vous avez vos objectifs que vous avez préparés avant, au tout début, est-ce que vous avez réussi à les faire ou non? Alors, si oui, très bien. Mais sinon, il faut aussi se dire comment est-ce que je peux améliorer? Faire un bilan, identifier ce qui a marché et ce qui est amélioré. Donc, c'est ça. Vous partez des objectifs, vous regardez ce qui a marché. Ça prend aussi un peu de temps, hein. Il faut aussi se dire pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a permis que ça soit un succès, et après, qu'est-ce qui a amélioré. Donc, peut-être un objectif qui a été réalisé partiellement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que j'arrive justement à avoir cet objectif tout à fait réalisé. Sachant que ça, je vous le mets comme si c'était à la fin du processus, parce que oui, en effet, ça se fait à la fin, mais ça peut se faire aussi pendant votre projet, pendant que vous êtes en train de créer. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Non, bon, ça, c'est les étapes qu'on a vues, hein. Mais en fait, par exemple, si ça fait 2 semaines que vous avez commencé le projet et il y a quelque chose qui marche pas. Ou peut-être que vous vous rendez compte, 2 semaines après le lancement du projet, vous vous rendez compte que
peut-être un des critères de votre projet avant, ben peut-être que c'était pas le meilleur choix. Alors, ça veut dire que vous pouvez le remodifier et pour repartir. Et en fait, l'évaluation, ça fait des boucles dans le temps. Et c'est pour ça que souvent, et encore plus dans les grands projets, les bilans intermédiaires, c'est important pour se dire comment est-ce que je peux faire pour que là, à cette étape-là, je vois qu'on est en retard ou quelque chose ne se réalise pas. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'impacte pas la suite du projet, pour que je résolve le projet? Donc, bien sûr, il y a l'évaluation à la fin, mais il y a aussi du contrôle tout au long de votre projet. Donc en fait, si vous avez un projet au tout début, évidemment qu'il faut bien le construire. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas anticipées. C'est possible, hein, ça arrive à tout le monde absolument. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, alors comment je peux modifier? On modifie pas tout, on modifie jamais tout, mais on va modifier des petites choses pour que ça vous permette d'arriver à vos objectifs finaux. Je regarde mes notes, pardon. Oui, donc là, j'avais écrit si le cadrage, donc le cadre, les objectifs, pour qui, quoi, comment, où, quand. Si la conception, donc ça, c'est plutôt les objectifs. La planification, donc étape 1, étape 2. Si ça, c'est des choses qui sont importantes, il peut y avoir des événements que vous n'avez pas anticipés, des éléments aléatoires, imprévus, imprévisibles. Et donc, ça peut venir modifier. Il ne faut pas paniquer, il faut juste adapter. Donc, finalement, quand vous faites un projet, vous avez plusieurs compétences, hein. Vous avez la gestion du temps, par exemple, pour vous dire les étapes. Vous avez aussi une certaine agilité de vous dire, bon, alors, comment est-ce que je peux modifier? Agilité ou je pourrais dire adaptabilité aussi. Donc, on arrive à changer en cours de route, mais à garder un cap en même temps. Vous avez toute une série de compétences que vous mettez en place dans la gestion d'événements qu'il faut savoir mobiliser. Et c'est pour ça que c'est important de parfois mettre des mots sur ces étapes-là. Ça vous permet aussi de mieux savoir où vous en êtes. J'avais quelques exemples à vous dire par rapport à comment dire, à comment vous pouvez évaluer. Donc, je vous ai dit, vous pouvez évaluer les objectifs que vous aviez déjà identifiés avant. Vous avez aussi des indicateurs d'impact. Alors ça, c'est des mots techniques, hein, mais je vous explique. Indicateur d'impact, donc ça veut dire à quel point le public que vous avez identifié a bénéficié de votre projet. Donc, par exemple, pour l'histoire de notre podcast, on avait imaginé que 50% de la classe arrivait à, je me rappelle plus. Ah oui, le conditionnel présent. Donc, 50% de la classe maîtrisait mieux le conditionnel présent. Si par exemple, finalement, vous avez 80% des élèves qui maîtrisent mieux le conditionnel présent, donc là, on peut se dire, ah bah, l'impact a été encore plus. L'objectif est validé et l'impact est encore plus grand. Donc ça, c'est l'idée de l'indicateur d'impact. Vous avez aussi les retours d'expérience. Donc ça, c'est en général ce qu'on a toujours dans les sondages, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de ça, comment ça vous a fait sentir, est-ce que vous avez progressé. Le retour d'expérience, c'est la personne vous dit ce qu'elle a pensé de ce projet-là. C'est toujours très utile. Ça vous permet, déjà, quand ça s'est bien passé, ça fait toujours plaisir d'entendre des bons retours. Et ça vous permet aussi de comprendre certaines choses parce que vous, dans la structuration de projet, vous êtes concepteur. Ça veut dire que vous n'avez, même si vous essayez d'anticiper, vous n'avez pas le point de vue de la personne qui vit votre événement ou votre projet. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la parole de quelqu'un qui était à l'intérieur de votre projet et qui ne connaît pas de toute la partie théorique que vous avez fait. Qu'est-ce que cette personne pense?
parce que souvent, ça peut justement vous aider à améliorer votre projet pour si vous voulez le renouveler ou si vous voulez justement le modifier. Ok. Pardon, je regarde, hein, mais parce que je vérifie que j'ai tout dit. C'est bon. Ok. Donc là, tout ce qu'on a dit avant, c'est euh, vraiment globalement votre projet. Dans cette partie mettre en valeur, là, c'est plutôt, j'en ai un petit peu parlé par rapport à la communication, mais c'est vraiment comment est-ce que vous allez montrer ce que vous faites, à qui, pourquoi, etc. Donc, il vous faut un plan de communication, toujours. Au moins, alors quand on appelle ce qu'on appelle plan de communication, c'est-à-dire que vous savez que tel jour vous allez publier sur telle chose, sur tel média à propos de telle chose. Bon, ça peut être assez lourd, mais vous pouvez aussi le simplifier. Et surtout, c'est auprès de potentiels partenaires. Par exemple, si vous cherchez des mécènes, ça peut être très utile. Si, je sais pas, si vous êtes une petite école et que pour l'année prochaine, vous voulez collaborer avec une plus grosse école, peut-être qui a plus de moyens, que peut-être que vous allez parler de votre événement un peu plus spécifiquement, justement, à cette grosse école qui a plus d'argent et qui peut peut-être, et comme ça, peut-être que l'année prochaine, vous allez leur proposer de faire une collaboration. Et voilà, s'ils voient que votre projet a été bien construit, bien mené, ça peut aussi avoir un impact, hein. C'est pas, ce n'est jamais 100% sûr, évidemment, mais ça fait partie aussi du travail autour de votre projet, parce que de toute façon, il y a plusieurs choses, hein. C'est encore une fois, il y a la visibilité, il y a d'autres éléments, je sais plus du tout, je sais toujours pas si j'en parle ou pas. Je pensais que ah si c'était là, pardon. Si vous voulez donc vous faire parler de vous, d'accord? Si vous voulez montrer que vous êtes un établissement qui est dynamique, qui est créatif, donc ça c'est une campagne d'image, campagne de visibilité, c'est-à-dire que on va vouloir se faire connaître. On a plusieurs autres types de campagnes de communication. Je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, vous avez aussi la campagne de fidélisation. C'est une campagne de communication de fidélisation où votre objectif, c'est comment dire, de permettre aux personnes qui travaillent déjà avec vous, justement, de croire encore plus en vous. Alors, si c'est une école, c'est un peu différent. Mais imaginons deux écoles ou peut-être deux universités qui proposent la même chose. Alors, comment on fait pour se distinguer? On va essayer de convaincre un élève d'aller dans une université plutôt qu'une autre. Donc là, on arrive dans une campagne de fidélisation aussi, pour être sûr que ses propres étudiants ne partent pas, mais aussi pour que des étudiants se joignent. Donc, il peut y avoir alors pas plein, il y a plusieurs objectifs possibles, mais c'est vraiment l'idée de communiquer, pas forcément aux personnes qui vont être là, d'accord, mais plus largement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se construit, d'accord. Donc, potentiel partenaire, hein, ça veut dire que vous avez déjà identifié les potentiels partenaires. Si vous faites juste comme ça, il y a de fortes chances que ça marche pas spécialement. Par contre, si vous avez déjà identifié qui vous voulez convaincre, là, ça prendra une autre dimension parce que vous allez donner un message qui va être spécifiquement à ces partenaires-là. Et on sait que ce qui va le marquer le plus, c'est quand on s'adresse à quelqu'un en particulier. D'accord? Ça va créer du lien. Donc ça, c'est important. Les indispensables pour convaincre. Alors, je vous en ai déjà un peu parlé, hein, mais je vais revenir sur quelques aspects. Évidemment, un dossier complet, en fait, avec tout ce qu'on a dit avant. Qui, quoi, quand, où, comment, les objectifs,
plan d'action détaillé. Donc, ça veut dire que donc là, pour convaincre, c'est-à-dire si vous voulez une demande de subvention, si vous voulez avoir des partenaires, etc., il faut savoir expliquer en détail votre projet de manière précise et ça peut être plus ou moins court, ça dépend, hein. Par exemple, il y a parfois des appels à projets qui vous laissent développer particulièrement, donc là, vous pouvez. Mais parfois, peut-être que dans votre communication, il faut que ça soit plus court. Donc, il faut savoir être très précis et mettre les éléments qui sont les plus importants et qui montrent que vous avez réfléchi à plein de choses. D'accord? Il faut que vous soyez cohérent, encore une fois, hein, et qu'on comprenne que, voilà, que vous maîtrisez en fait tout votre sujet. Comprendre et convaincre ses interlocuteurs. Alors ça aussi c'est important et j'en ai un peu parlé sur le ciblage en communication. C'est-à-dire que si vous vous adressez à une école ou si vous vous adressez au ministère de l'Éducation, je ne suis pas sûre que vous devez vous adresser de la même manière. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut réfléchir. Déjà, qu'est-ce qui est important pour eux? Est-ce que ce qui est important pour eux, c'est que, là, si on reprend l'exemple des podcasts, la prononciation, est-ce que pour un partenaire, c'est vraiment important que que les élèves prononcent mieux? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Mais peut-être que ce qui est important pour eux, c'est qu'il y ait des jeunes, ok, des jeunes élèves, enfin des adolescents, des jeunes, qui s'intéressent au podcast, qui est une ressource numérique, etc. Peut-être que ça va plutôt les intéresser. Donc, quand vous allez communiquer avec eux, il faut mettre en valeur les choses qui sont importantes pour ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils attendent comme présentation? Donc ça, c'est est-ce que... Ah, je sais pas qui parle. Donc ça, c'est est-ce qu'ils demandent un dossier de 20 pages? Est-ce qu'ils demandent une présentation visuelle? Est-ce qu'ils veulent une présentation plutôt courte, 5-10 minutes au téléphone? Voilà, ça, il faut toujours leur demander, hein. Enfin, vous pouvez déjà envoyer votre présentation, mais il faut aussi se dire, voilà, si c'est un premier contact, par exemple, vous n'avez pas encore vraiment discuté avec un potentiel partenaire, peut-être que vous n'allez pas leur envoyer un dossier de 20 pages, d'accord? On sait que les gens ne lisent pas beaucoup, ou ils vont lire vite quand ils ne savent pas ce que c'est. Donc peut-être qu'au début, on va leur donner des éléments essentiels, un format plutôt court, peut-être une vidéo courte, ça permet souvent d'attirer l'attention. Voilà, il faut être un peu stratégique. Et par contre, si vous arrivez plus loin dans des négociations, là, on peut aller plus dans le détail. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, hein. Votre objectif, c'est que la personne en face de vous soit intéressée. Donc vous êtes obligé de vous intéresser à eux pour savoir ce dont ils ont besoin. L'attitude, pardon, est le soin de la présentation. Euh, L'attitude, c'est-à-dire que vous êtes là pour convaincre, oui. Vous n'êtes pas là pour forcer la personne. Vous n'êtes pas là pour supplier la personne. Vous n'êtes pas là pour dire, je sais pas, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Vous êtes là pour convaincre, mais d'une manière professionnelle, d'accord? Ce que vous devez montrer, c'est la cohérence et que vous avez réfléchi. Après, vous êtes qui vous êtes, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous devez vous métamorphoser. Ça veut juste dire qu'il faut se rappeler pourquoi vous êtes là, ok? Et soin de la présentation, évidemment, ça veut dire que vous n'allez pas, je sais pas, vous n'allez pas envoyer un bout de papier un peu déchiré, un peu mal écrit, etc. Vous allez faire en sorte que ça soit quelque chose d'agréable à lire, à entendre ou à voir pour votre interlocuteur. L'idée, c'est aussi de montrer que vous respectez ces personnes-là, parce que, comment dire,
on ne peut pas travailler avec des personnes qui négligent ou, euh, ou si vous avez l'impression que la personne n'est pas, comment dire, 100% présent, 100% réactif, etc., ça peut devenir compliqué. Ça, c'est des éléments euh, qui sont, comment dire, accessibles, hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses que vous pouvez facilement travailler quand vous les avez en tête. Tout ça. Déjà, quand vous les avez en tête, c'est déjà mieux que si vous les avez pas en tête. Ok. Pardon, je regarde encore mes notes. Je pense que voilà. Voilà. Et donc, j'ai terminé pour ma présentation. Donc, je vous laisse me dire si vous avez des questions. Je vais regarder dans le chat. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Donc là, n'hésitez pas à prendre la parole sur un aspect que je n'aurais pas développé, quelque chose où vous voulez avoir plus d'informations, ou même un projet que vous avez fait et puis vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que vous auriez pu anticiper en plus. J'ai une question, Oui, Anne-Elisabeth. oui. Bonjour Léonora. Ah, vraiment, je vous remercie pour cette intervention en ce qui concerne les projets. Et j'ai deux questions parce que moi, j'ai vraiment essayé de rédiger sans succès. Ma première question, c'est est-ce que vous pouvez partager des projets qui ont gagné des fonds avec nous, avec les profs, un exemplaire d'un projet qui est vraiment bien rédigé? Je ne sais Eh, pas. oui, j'ai pas d'exemple de projet que nous on a reçu et de toute façon, on Hmm. pourrait difficilement le faire pour des questions de protection de données. Euh, donc non, j'ai pas ça à protéger. Ah, pardon, à partager. Ah, ok. Et deuxième question. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver les partenaires? Parce que quelquefois, on cherche l'Internet, mais il n'y a pas de partenaires vraiment qui peuvent nous donner quelques fonds. Quels sont les sites que nous pouvons y accéder comme le professeur de français pour trouver les partenaires? Alors en fait, les partenaires, moi ce que je conseille souvent, quand on a des sites internet, souvent on a des logos à la fin où on a justement les logos des partenaires. Donc ça nous donne déjà une idée quelles entreprises ou quelles compagnies ont déjà fait des partenariats, donc potentiellement peuvent refaire des partenariats. Il y a pas de site en tant que tel, mais il faut se dire aussi que chaque entreprise, d'accord, si elle est un peu dans le même domaine que vous ou proche de vous, c'est un potentiel partenaire aussi. Ça, ça s'identifie plus dans la conversation, d'accord? Moi, je vous invite vraiment, c'est ce qu'on appelle du networking, mais c'est vraiment d'aller voir, en fait, de présenter votre projet un peu autour de vous, même quand c'est pas tout à fait fini, hein, même quand vous n'avez pas commencé. Quand vous avez déjà une idée, vous pouvez déjà en parler. Euh, Moi, je vous conseille vraiment d'en parler autour de vous, surtout que souvent, quelqu'un qui connaît quelqu'un, et c'est souvent comme ça qu'on arrive à des solutions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Pour moi, ce n'est pas une question, mais je vous remercie pour cette présentation. Je remarque qu'après avoir suivi, nous n'avons pas considéré quelques éléments dans l'élaboration de notre projet, surtout la méthode SMART et quelques éléments d'aller au plus profond dans les détails. Donc maintenant, je crois que je suis vraiment riche. S'il y aurait une autre occasion, je peux considérer tous les aspects que vous avez présentés pour pouvoir élaborer un projet qui peut être réalisable. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous pour ce commentaire. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible, Anne-Elisabeth, de partager les diapos. De toute façon, le webinaire sera enregistré, donc vous pourrez tout resuivre. Et je vous conseille de vraiment voir le webinaire puisqu'il y aura mes commentaires. Le diaporama tout seul est pas forcément utile.
Qui a d'autres questions? Oui, vous avez une question? Non, pas de questions. D'accord. Désolée, c'est que je voyais que votre micro était ouvert. Alors, Emmanuel Momo demande dans le chat, quelle est la taille idéale pour une proposition de projet? En termes de nombre de pages, de mots ou de sections, qu'est-ce qui est généralement recommandé pour être à la fois complet et concis? Donc là, j'imagine qu'on est dans le cas d'une communication à d'autres personnes. Quand on le construit pour soi-même, il n'y a pas de limitation de pages, hein. Quand on le construit soi-même en interne, ça peut, franchement, ça peut facilement faire 20 pages, à part si votre projet est vraiment petit, mais si on écrit vraiment tout ce qu'on a vu avant, finalement, ça prend facilement un bon nombre de pages. Pour les sections, en général, vous pouvez reprendre justement ce que je vous ai montré au début. Donc, une partie cadrage, où vous mettez qui, quoi, où, quand, etc. Après, plus de détails, évidemment, quand vous allez un peu plus dans comment ça va se passer, pour qui, etc. Quelles sont vos étapes. Mais donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est recommandé. Mais encore une fois, si c'est la première fois que vous parlez avec quelqu'un, si c'est un mail ou si c'est à l'oral, il faut savoir déjà présenter votre projet de façon très courte. D'accord? Donc, par exemple, moi, je pense que si je reçois un dossier de 20 pages, je vais pas forcément le lire. 20 pages, c'est trop. Si c'est la première fois, par exemple. Donc, il faut vraiment, au départ, c'est vraiment l'idée de convaincre, d'attirer l'attention de la personne. Donc, au tout début, allez sur quelque chose de court. Et si vous voyez que la personne est intéressée, là, vous allez plus loin. Donc, c'est ce que je peux donner comme recommandation pour l'instant. Okay. Merci beaucoup, Mazambou. Merci, Vincent. Merci, je ne sais pas. Merci, oui, merci Emmanuel. Tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, vous verrez que si vous essayez avec un de vos projets, tout de suite, ça va prendre du sens. J'ai essayé de mettre quelques exemples, mais en vérité, c'est vraiment quand vous le faites vous-même que vous allez mieux comprendre aussi tout ce que ça veut dire, hein. Voilà. Je vous conseille vous pouvez aussi le faire pour vous entraîner, vous pouvez déjà essayer de le faire sur quelque chose que vous avez déjà fait auparavant pour faire déjà aussi une comparaison. Et ça vous permet de voir, vous pouvez déjà faire du coup, si c'est un projet fini, vous pouvez déjà faire la partie évaluation pour voir du coup est-ce que ça a correspondu à vos attentes, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Je vous remercie à tous pour vos remerciements. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant qu'on conclue? Non? Ah, Mohamed. Si par exemple, je prévois de mener un projet en 2 mois, mais qu'au bout de 2 mois, le projet n'est malheureusement pas encore terminé, dois-je prévoir plus de temps pour le terminer? Alors, ça dépend, parce que est-ce que c'est possible de repousser la date? Normalement, c'est l'objectif des points intermédiaires ou des réunions. C'est justement de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux modifier pour que j'arrive à terminer à temps? Après, si c'est pas très grave, ça dépend de votre projet en fait, hein. Par exemple, si votre projet c'est vous voulez absolument faire une fête le 21 juin parce que c'est la fête de la musique, bah, vous pouvez pas vraiment le faire le 29 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Le 29 juin, c'est autre chose. Donc là, vous pouvez pas trop changer. Il faudra vous adapter avant. Par contre, si ça peut être flexible, alors oui, oui, là, il n'y a pas de souci. Ça dépend du coup de votre projet.
Alors, Geoffrey qui demande, est-il possible de faire le projet avec des élèves d'école primaire? Oui, tout à fait. Il faut juste que dans votre public, dans votre cible, ça soit des élèves d'école primaire. Et puis après, vous mettez à exécution. Enfin, ça veut dire que vous adaptez les activités, vous adaptez votre projet à des élèves d'école primaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ok, bon, j'ai l'impression que c'est bon. Écoutez, je vous remercie à tous d'être venus assister à ce webinaire. Donc, je vous rappelle que je mettrai ce webinaire sur la chaîne YouTube Francophonie au Kenya. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pareillement, Elisabeth, merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.